Dans l'un de ces jeux, le but est tout simplement d'écraser des piétons. Tous les coups sont permis. Meurtre de policiers, trafic de drogue. You unlock this door with the key of imagination. Beyond it is another dimension. Bonjour à tous, bienvenue sur Histoire Explore, donc récap de l'année sur cette vidéo qui va vous accueillir les bras ouverts. J'espère que vous allez bien, nous sommes aussi en direct sur Twitch, donc la chaîne Histoire Explore, c'est YouTube, c'est Twitch et parfois c'est du podcast également, donc n'hésitez pas à vous abonner si vous appréciez ce que je fais, ça fait toujours plaisir et surtout de commenter car commenter une vidéo, et bien tout simplement ça participe au débat et je prends toujours plaisir à y répondre. Alors, ne perdons pas de temps, lançons tout de suite la récap de l'année en commençant un peu par la chaîne en question, voir justement cette année 2025, qu'est-ce qui s'est passé sur Histoire Explore. Et donc on va parler d'actu, jeux vidéo, histoire, enfin bref, comme d'habitude. Allez, on y va. C'était vraiment très intéressant. C'est du Assassin's Creed en 2D. Donc voilà, on est sur tout simplement une phase 2D où on se déplace de côté et on assiste à différents événements historiques. Alors là, les trois Chronicles, hein, vous avez la Chine des Ming, fin du 16e, vous avez l'Inde à l'aune de la colonisation britannique, donc début du 19e, et le troisième, c'est la Russie bolchevique. Et donc vous avez trois Assassin's Creed sur une seule galette, hein. Vous pouvez le trouver sur plusieurs supports. Et donc j'avais fait une vidéo dessus parce que le contexte historique déjà était intéressant. Et donc sur Histoire Explore, on aime toujours revenir bien sûr sur cet élément, l'histoire avec un grand H, mais bien sûr l'histoire vue dans une fiction, un jeu vidéo en particulier. On y va. Donc la vidéo, elle est toujours sur ma chaîne. Si ça vous intéresse de découvrir ces très bons Assassin's Creed, eh ben n'hésitez pas, hein, tout simplement. Donc voilà. Alors c'est vrai qu'une des nouveautés de la chaîne cette année, j'ai décidé de faire plus de let's play en fait, ou des let's plore comme je les présente, c'est-à-dire vous permettre de découvrir en fait des éléments d'histoire à travers de jeux vidéo, et peut-être sortir un peu que d'une chaîne que d'histoire en fait. C'était peut-être aussi un peu une volonté que j'ai eue cette année. Bon, on verra, hein. À terme c'est toujours la passion qui guide mes actions, hein. Mais on verra bien sur le long terme si je vais continuer à développer ce type d'approche de l'histoire. Alors, cette année aussi en rétro, vous avez la sortie d'Assault Suite Leinos, donc qui est sortie sur Switch et différents supports. Alors si vous ne savez pas ce que c'est, je vous montre rapidement, hein. Ça c'est un jeu d'enfance. Là je le dis, je le reconnais, hein. C'est-à-dire que c'est une série de jeux qui puise dans tout l'imaginaire méca que le Japon a colporté dans les années 80-90 en particulier. Et donc un remaster a été fait donc sur PS4 mais aussi sur Switch. Il est sorti dans un très bel écran. J'avais fait une vidéo justement de démonstration un peu unboxing du jeu. Et donc je me suis procuré le dernier qui est sorti sur Switch. Là vous avez celui qui est sur PS4, hein. Donc vous voyez, ça déborde d'amour pour le pixel, hein. Donc si vous aimez, hein, eh ben, foncez-y, hein. Surtout que le jeu n'est pas très cher. Par contre, il n'est pas très long. Ça c'est les jeux rétro des années 90-2000 plutôt, pardon. Alors fin des années 90, hein, parce que le premier je l'avais fait sur Super Nintendo à l'époque. Vous avez un autre jeu qui a été présenté sur la chaîne, donc The Precinct, donc qui est vraiment une ode aux années 80, aux séries des années 80, notamment les séries policières. Donc là, vous avez un jeu qui est sorti un peu de nulle part, où on est un GTA version policier. Donc c'est un jeu que j'avais testé aussi en live. Alors une super esthétique, hein. Donc où vous jouez le policier tout simplement. Donc on est dans un remake du policier et du voleur. Donc voilà The Precinct, donc ode au cinéma américain des années 70-80, hein, où les villes étaient gangrénées par la délinquance. Donc toutes les séries des années 80 portant cet élément-là, bah voilà, là sont réunis dans ce jeu-là. Vous êtes un policier, hein. Donc lutte contre des braquages, contrôle d'identité. Donc en lisant bien sûr le texte de loi, vous pouvez garder le silence. Si tu le fais pas, t'es pénalisé. Enfin bref, voilà. Si vous avez rêvé un jour d'être policier, d'être un bleu, un Rocky, comme on dit en anglais, eh ben ce jeu est fait pour vous. Alors le problème du jeu que j'avais testé sur un live, c'est que ce jeu-là, eh ben, était en quelque sorte assez répétitif. Et en fait,
on perd un peu le fil. J'ai dû y jouer une dizaine d'heures et puis après j'ai laissé tomber d'autres choses à faire malheureusement. Et c'est ça qui est dommage, c'est qu'ils n'ont pas su réussir en fait la formule à la GTA qui fait que GTA, on est sans cesse constamment dans quelque chose qui nous appâte à rester. Et là, je trouve qu'on n'a pas eu cet élément. La série des Final Fantasy Remaster. Donc, je les ai testés en début d'année 2025. Alors, j'ai commencé il y a 2 ans cette série. Ce sont tous. Alors, pour ceux qui n'ont pas, qui ne connaissent pas, hein, on est quand même sur une grande série du JRPG japonais, hein, qui est sortie dans la foulée de Dragon Quest. Hein. Dragon Quest, c'est un peu le daron. Hein. Et Final Fantasy, de Square, avant que ça devienne Square Enix, Enix qui possède Dragon Quest, et donc maintenant c'est la même boîte, vous avez la possibilité de refaire le Final Fantasy du 1 au numéro 6, et c'est vrai que ça a été une super découverte, parce que tout simplement, on est dans une série là qui a été magnifiée. Alors vous êtes toujours dans du pixel art, du très beau pixel art, c'est-à-dire vraiment ça a été refait avec soin, sans rentrer dans une vision HD 2D comme on peut le voir avec d'autres séries de jeux vidéo. Donc là, Final Fantasy, ça date de 87, hein. Donc vous pouvez faire du premier au 6, et ce qui est bien en fait, c'est que en faisant ces différents épisodes, vous vous rendez compte de comment ces jeux-là ont été pensés. Qu'est-ce qu'il y a eu? Quelles sont les améliorations entre les différents jeux? Et ça, c'est vrai que c'était pour moi une découverte, n'ayant pas eu l'occasion à l'époque de les faire. Vous les passez que par de l'import. Hein. Et puis ensuite, nous, quand on les a eus en France, ils n'étaient pas dans le bon ordre, parce que tout simplement, les Américains ont refait toute la numérotation des jeux. Donc voilà, le 3, c'est le 1. Il y a une histoire comme ça, je m'en souviens plus exactement lesquelles. Mais c'est vrai que pouvoir les refaire sur des supports modernes, il y a un autre avantage, c'est que les jeux, mis à part qu'ils ont été retouchés graphiquement, on leur a donné des éléments qui permettent d'accélérer le gameplay. Et ça, à l'heure d'aujourd'hui, on n'a plus le temps, notamment quand vous rentrez dans un monde d'adultes, c'est vraiment top. C'est-à-dire, vous avez accélération de l'XP, vous avez accélération de la monnaie que vous pouvez gagner dans le jeu et qui vous permet de progresser beaucoup plus facilement. Mais l'accélération de l'XP, ça c'est le meilleur. Hein. C'est-à-dire, c'est multiplié par 3 ou 4 quand à chaque fois vous battez un monstre. Donc résultat, vous n'êtes jamais bloqué en tant que tel. C'est-à-dire, vous avez un personnage qui arrive à la fin du jeu relativement puissant, voire même très puissant. Donc ça facilite le jeu, c'est vrai, mais au moins en 10-12 heures, chaque épisode peuvent être terminés. Et donc actuellement, j'en suis au numéro 6, que j'ai toujours pas fini, j'ai lâché malheureusement. Alors j'ai peur de m'y remettre parce que j'ai peur d'avoir oublié pas mal de choses. Mais cependant, vous voyez l'intelligence du système de jeu et comment en fait Sakaguchi, le père de Final Fantasy, hein, a pu penser sa série et a progressivement amélioré d'un épisode à l'autre, hein, que ce soit le time battle, c'est-à-dire cette ligne de jeu, cette jauge qui se remplit selon quand vous combattez un ennemi qui peut se remplir plus ou moins vite. Donc ça, je crois que c'est dans le 4 que ça apparaît, si je me trompe pas. Le fait de pouvoir avoir plusieurs personnages, de leur donner un nom, enfin bref, tous ces éléments-là s'accumulent comme une maison avec le fait que vous fabriquez différentes briques. Et c'est vrai que on a une série qui est vraiment monumentale, et ça permet vraiment de revoir l'histoire un peu du jeu vidéo et de cette grande série. Donc ça, c'était cette année aussi, en début d'année, tout simplement, hein, les Final Fantasy. Avec la petite vidéo qui va bien. Donc là, c'est Alien Isolation, un des meilleurs jeux Alien en jeu vidéo, qui n'est pas basé sur du shoot. Hein. Alors ce que vous voyez là, c'est ma vidéo qui a vraiment été faite avec du trailer que j'ai remonté. Enfin bref, je me suis vraiment éclaté. Et puis après, des séquences de jeu, bien sûr. Et hop là. Et donc où je présente en fait tout simplement d'un point de vue historique, hein, la série Alien, hein, série de films que j'adore, hein, très grande année de 79 jusqu'à nos jours. Là c'est beaucoup plus de l'horreur de la non-présence de l'alien, ou du monde ne sait pas où il est. Et vous jouez au chat et à la souris dans le jeu, c'est-à-dire l'objectif est de se planquer, hein, et que l'alien tout simplement vous traque. Alors bien sûr je reviens sur d'anciennes séries de jeux Alien, genre pour montrer bien la progression du jeu. Hein. Et ce qui est top, c'est que ce jeu de chat à la souris, en fait, il évolue selon votre façon de jouer, car l'alien, en fait, apprend de vous. Donc, c'est-à-dire, si vous vous planquez souvent sous des tables, l'alien va le comprendre, et donc, au fur et à mesure du jeu, il devient plus malin, en fait. Donc, beaucoup de débats qui ont agité la chaîne en particulier, et notamment autour de l'IA. Eh bien, je peux vous proposer, tout d'abord, un peu un bilan actuel de cette fin d'année 2025 sur la question de l'IA. C'est vrai qu'il a déchiré le monde du jeu vidéo et qui déchire aussi le monde éducatif, hein, avec pas mal de débats autour, et donc on va un peu replonger dedans. Et cette année 2025 a été sans doute l'année où l'IA est devenue vraiment grand public dans son exposition et a connu une explosion de son usage
Notre passion qu'est le jeu vidéo s'en trouve fortement bousculée. Et bien écoutez, on va directement voir cela. Donc le patron de Nexon, hein, qui parle justement de l'utilisation de l'IA dans Ark Rider, hein, indique que l'intelligence artificielle est désormais omniprésente dans l'industrie du jeu vidéo. Donc certains s'en offusent, d'autres au contraire trouvent que c'est très bien. Hein. Comment survivre? Je crois qu'il est essentiel de définir une stratégie capable d'accroître sa compétitivité avec ce type de nouvelles technologies. Hein. Elle est appliquée dans le maillon de la chaîne, du concept art à la génération procédurale, en passant par la voix, l'animation, etc. Donc là, il y a une reconnaissance que une forme de nouvelle technologie va être utilisée pour développer du jeu vidéo, hein. Mais se pose la question justement de tous les métiers de création qui sont derrière, qui vont s'en retrouver forcément altérés, modifiés, voire même supprimés. Alors bien souvent, dans ces studios-là, on met en avant le fait qu'il faut une vision équilibrée, que ça va faciliter certaines tâches, mais on n'en supprime pas d'autres. Cependant, les gens peuvent être un peu inquiets de cet élément-là, et je pense les premiers concernés, c'est-à-dire ceux qui travaillent dans le domaine de la création, de se demander si, avec le peaufinement justement de cette IA, en quelque sorte, est-ce que progressivement, on ne va pas arriver justement vers une suppression de leur propre poste en tant que tel, hein. Moi, je sais que j'ai des collègues qui travaillent dans ce domaine-là. C'est une grosse inquiétude et qui est tout à fait justifiable et entendable. Et notamment, vous avez un gros studio, hein, qui a reconnu utiliser aussi l'IA générative, notamment pour son futur jeu Divinity, c'est l'Ariane Studio. Donc les parents, heureux parents, millionnaires parents, studio belge, donc de Baldur's Gate 3 et de la série Sin Divinity aussi. Et donc le patron de l'Ariane Studio, donc Swin Vink, donc fondateur et directeur du studio, a mis les pieds dans le plat en indiquant que oui, on utilise de l'IA nous aussi dans nos produits. Alors vu que l'Ariane Studio a l'image d'un petit studio, même si ça devient une grosse structure par le fait qu'ils ont vendu tellement de Baldur's Gate 3 qui est exceptionnel comme jeu, hein, mais qui a cette réputation de jeu peaufiné, c'est-à-dire avec une approche créative, intense, avec notamment des lignes de dialogue qui sont poussées, avec une interaction avec le joueur qui est folle dans ce jeu-là. Et c'est vrai qu'on est ce type de grand patron qui reconnaît avoir utilisé de l'IA. Eh bien, ça inquiète énormément, notamment les fans de l'Ariane, qui s'indiquent, mais finalement, leur différence, leur créativité, leur mise en avant justement des métiers créatifs, là, ils sont en train de se tirer une balle dans le pied, quoi. Et donc, il y a eu un gros shitstorm, hein, donc ce qui lui est tombé dessus, hein, et donc il a affirmé, il a affiné justement sa position là-dessus. L'Ariane ne prévoit pas de sortir un jeu intégrant des composants générés par IA, ni de réduire ses équipes pour les remplacer par de l'IA. Donc là, il essaye de rassurer face à la grosse colère, je pense, des fans, en indiquant « Mais vous qui portez des jeux peaufinés avec soin, qui êtes des artisans du jeu vidéo, qui prônent justement cette qualité graphique créée par un cerveau humain, en mettant en avant comme ça, en utilisant cette technologie qui se passe d'être humain, mais qui pille des éléments trouvés sur Internet. » Alors moi, c'est vrai que là-dessus, j'ai évolué aussi, c'est-à-dire qu'au départ, j'y voyais pas forcément. Je disais que c'était une possibilité, de pouvoir avoir des idées et autres. Mais cependant, quand on sait que ces IA génératives, elles pillent quand même des choses qui existent, avec les questions des droits d'auteur et autres qui sont derrière, c'est vrai que ça soulève beaucoup d'interrogations quand même. Et donc là, notre Vink va tout simplement, le patron de l'Ariane, essayer de dire que pour eux, c'est juste des éléments qui vont leur servir à mieux travailler, à voir des premiers jets qui vont ensuite être aménagés, contrôlés, complètement refaits par des créateurs humains. Alors je sais pas ce que vous en pensez de cette question de l'IA, mais là c'est vrai qu'on est vraiment sur un élément du débat, et 2025 a vraiment été très intense autour de ça, hein. IA, pas IA, est-ce qu'on l'utilise, est-ce qu'on l'utilise pas, est-ce que ça va se diffuser et puis progressivement être accepté par les personnes, voilà. Alors moi, vous savez qu'ici sur Histoire Explore, je suis un vieux crouton, et donc c'est vrai que je suis fortement attaché aux jeux vidéo physiques, c'est-à-dire le fait que vous possédez votre jeu, vous l'avez dans une très belle collection qui orne votre bibliothèque, mais surtout qui vous permet de vous y replonger dedans quand vous voulez, sans avoir de lien avec un serveur et ne vous dépendez pas d'un serveur, vous dépendez que de la machine qui va permettre de faire tourner le jeu ou pas. Et donc moi j'ai des consoles qui permettent de faire tourner des jeux qui ont plus de 40 ans, hein, qui sont bientôt plus vieux que moi, et donc forcément ça c'est une liberté et c'est un patrimoine en tant que tel. C'est-à-dire que voilà, il y a quelque chose qui se transmet dans ces objets-là. Vous voyez derrière moi là par exemple, un petit Game & Watch, hein, qui a plus de 40 ans. Donc voilà, Nintendo a lancé une nouvelle console. Alors est-ce qu'on peut dire nouvelle ? Parce que moi franchement j'ai du mal avec le terme
nouveau pour Nintendo, notamment qui a fait juste pour moi un upgrade graphique et matériel plutôt de son ancienne Switch, parce qu'on est toujours dans la lignée. Alors c'est vrai que c'est la première fois peut-être dans l'histoire de Nintendo, si je me trompe pas, où il y a un 2 qui est accolé à une console de jeu. On avait la NES, la Super NES, ensuite on est passé à la N64, la GameCube, la Switch, la Wii U, c'est vrai, Wii U. Ils n'ont pas mis de numéro. Et là, ils ont mis Switch 2. Alors, je pense qu'ils ont mis Switch 2 pour bien montrer aux consommateurs que la console, c'était la suite de la première en particulier, pour rassurer le fait que les jeux étaient utilisables sur les deux supports. Donc là, d'un point de vue marketing, ils ont beaucoup appris de la Nintendo Wii U, qui était problématique en particulier. Hein. Donc, on a une console qui se lance, qui est un peu plus fine, qui est vraiment un upgrade matériel de la console. Alors sauf que on y perd quand même en termes de batterie. Hein. Je crois que la batterie, elle passe à 2h30, alors que sur la première, elle était quand même beaucoup plus puissante. Mais cependant, et c'est vrai que elle s'est lancée. Ça a été un carton. Donc là, oui, je l'avoue, moi j'étais un peu sceptique au départ par rapport aux limites que je vois de la console, et notamment au niveau de la proposition qui est faite par Nintendo. Cependant, c'est un carton, elle s'est vendue à plusieurs millions d'exemplaires et elle a dépassé les plus de 10 millions. Donc, un carton du lancement et puis un carton dans la suite. Cependant, il y a quand même des éléments qui m'inquiètent sur cette console. Donc le fait déjà qu'il n'y ait pas un changement par rapport à la Switch 1, ça me dérange un peu. Moi j'aime bien quand on passe d'une nouvelle console à une autre, comme quand vous achetez une nouvelle voiture, vous aimez bien avoir une voiture différente de la précédente, à part si vous êtes des fans de la précédente. Mais bon, toutes les améliorations en tant que telles. Et c'est vrai que sur la console, alors là d'un point de vue matériel déjà, certes les manettes sont plus grandes, certes la console est plus volumineuse avec un plus bel écran, hein. Donc ça c'est les points positifs. Le système de clipsation déjà, tout d'abord, ça c'est le premier élément, c'est-à-dire c'est par le biais d'un aimant. Déjà, moi, le premier truc qui m'inquiète, pour ceux qui ont des enfants, c'est la durabilité de ce système-là. C'est-à-dire qu'il faut vraiment enclencher sa console par le biais de ces aimants qui sont relativement importants. Alors, je vous montre ça. Et donc, vous voyez, là, si vous voyez la manette, vous avez une fente qui permet donc de clipser la console, la manette, le Joy-Con, dans la console, donc l'écran principal. Sauf que, je ne sais pas si vous voyez, à l'intérieur de l'écran principal, c'est une nappe qui sort. Donc c'est une nappe comme une nappe d'une carte USB, quoi. C'est à grosso modo, vous voyez, un peu ce type-là. Alors bien sûr j'exagère, c'est pas exactement la même chose, mais... Et donc déjà avec des enfants, la petite nappe là, autant vous dire, je suis pas sûr qu'elle va résister très longtemps. Mais il y a des éléments en termes de durabilité de la console pour un public plus jeune, moi, qui me fait un peu titiller. Bon après, je ne suis pas la tranche d'âge concernée, il va sans dire. Mais maintenant, d'un point de vue pour les adultes, l'autre problème aussi, c'est que a priori, le problème des Joy-Con n'ont pas été résolus. C'est-à-dire que Nintendo est toujours sur la même technologie. Et le fameux Joy-Con Drift, c'est-à-dire quand vous avez votre joystick qui va dans une direction et qui bloque votre personnage à l'écran alors que vous avez fait une autre direction avec votre pouce, ce Joy-Con Drift n'a pas été résolu en tant que tel. Et il y a déjà des premiers échos qui arrivent de consoles qui ont encore ce problème-là. On se demande si ça n'a pas été fait un peu dans la précipitation quand même. Et c'est vrai que Nintendo, là, ils ont joué quand même la sécurité aussi avec cette console. C'est-à-dire repartir sur le succès de la 1, en faire une mieux, mais qui est toujours liée à l'écosystème Switch. Alors, on peut pas en vouloir à Nintendo dans le sens que Nintendo, ils ont une fonction, ils ont un matériel qui répond aux besoins d'un public. Le fait que vous puissiez prendre votre console, y jouer où vous voulez, ou la docker et y jouer sur une télé, mais ça c'est une idée qui est génialissime. Et ça vraiment c'est la grande intelligence de la Switch. Hein. Mais cependant, c'est vrai que pour un deuxième modèle, c'est un peu dommage que Nintendo n'a pas été plus audacieux. Et après, on peut toujours aussi regretter la capacité technique de la machine qui d'ici 2 ans va être dépassée. Alors je sais que ça fait hurler les personnes qui ont acheté la console en indiquant que mais non, elle est hyper puissante et que ça ira très bien. Moi la Switch 1 elle me convient encore très bien et je vois que je suis pas prêt à passer à la Switch 2 parce que la Switch 1 me convient. Et c'est vrai que Metroid en particulier, il tourne très bien sur Switch 1. Certes, pas aussi bien que la Switch 2, c'est vrai, mais cependant il tourne très bien. L'autre élément qui me dérange également, c'est le prix. La console est vendue très cher au lancement, plus de 500 €, avec un jeu en démat dedans, Mario Kart World, il n'est même pas en cartouche. Et donc pour une société qui met toujours en avant son patrimoine,
et qui met en avant son antériorité, sa longue histoire, etc., là, ils vont bille en tête sur le dématérialisé Nintendo. Donc leur eShop, leur plateforme qui a évolué et qui a gagné en rapidité, enfin, on voit qu'ils commencent à s'intéresser aussi aux jeux en ligne, enfin, dira-t-on, mais le fait que les jeux soient désormais sur un support cartouche, mais aussi un support dématérialisé et surtout le fameux Game Keycard, cette carte clé de jeu, c'est-à-dire vous achetez en fait un jeu en boîte, dedans il y a une cartouche, et la cartouche en fait va actionner un code pour vous permettre de télécharger le jeu sur votre console. Et surtout ça permet au magasin d'avoir toujours un linéaire Nintendo. Et donc les grandes surfaces, les Carrefour, les Walmart, etc., si Nintendo se les met à dos, eh ben, ils pourront plus vendre leurs consoles dans ces lieux-là. Souvenez-vous ce qui s'est passé avec la Sony PSP Go. Alors pour ceux qui s'en souviennent pas, cette géniale console qui est toute mimi et qui était uniquement en dématérialisé, quand Sony la lance au milieu des années 2000, vous avez beaucoup de magasins qui ont refusé de la vendre. Micromania en France en particulier, en indiquant mais vous allez tuer notre business si on ne peut plus vendre de jeux, pourquoi on vendrait vos consoles? C'est-à-dire on a une console avec un écran comme un téléphone, un écran à clapet, qui s'ouvre et on peut jouer. Alors par contre, si vous avez des grandes mains, vous allez souffrir, c'est-à-dire vous allez vraiment avoir très mal aux doigts. Mais cependant, elle est magnifique, la console. Et donc cette PSP Go, quand elle est sortie, elle était trop en avance sur son temps. C'est-à-dire se dématérialiser là, les constructeurs étaient encore sur du physique en tant que tel, et notamment les magasins en voulaient. Donc Nintendo, en fait, avec son système de Game Keycard, donc permettre aux collectionneurs d'avoir une belle boîte dans leur bibliothèque avec une cartouche. Et donc, l'avantage, c'est que si vous prêtez votre cartouche à quelqu'un, il la met dans sa console, donc comme si vous prêtez un jeu, et ça permet à cette console de se connecter à Internet, télécharger son jeu, etc. Alors, le gros problème de la chaîne, ici, c'est que ce système-là vous amène à dépendre d'un serveur. Le jour où le serveur ferme, vous perdez votre jeu. Clair et net. À part si vous l'avez téléchargé sur votre console. Sauf que là, la mémoire de la console est limitée, et puis l'achat de cartes SD Express, c'est un coût aussi qui est supplémentaire. Donc là, on a un système bâtard, j'ose le dire, qui est entre les deux, que Nintendo a choisi pour justement cette nouvelle console. Et vous avez des éditeurs qui s'engouffrent dedans, c'est-à-dire ne proposent plus des jeux que sur ce support-là. Alors actuellement, on a un gros retour de flamme là-dessus, c'est-à-dire qu'ils se rendent compte, ces éditeurs tiers, qu'ils vendent moins de jeux aussi. Et que quand un jeu est entièrement sur une cartouche, il se vend bien mieux. Notamment, vous avez Cyberpunk de Cyber Project qui a mis son jeu sur une cartouche de 64 Go. Et donc, le jeu s'est bien mieux vendu que d'autres jeux qui n'étaient que sur Game Keycard. Donc, des éditeurs tier list ont commencé à brailler auprès du Nintendo en indiquant mais vos systèmes là, ils ne fonctionnent pas. Il faut vraiment qu'on revoie le prix de vos cartouches. Parce que l'autre élément aussi du débat, c'est que si les éditeurs sont passés par ce biais-là, mis à part que leur jeu, en étant sur la mémoire interne de la console, tournera beaucoup plus rapidement que sur cartouche. L'autre élément, ça c'est Ubisoft qui a mis en avant ce gimmick-là. L'autre élément, c'est que les éditeurs doivent passer par Nintendo, donc payent une forme de royalties pour mettre leur jeu sur des cartouches propriétaires qui appartiennent à Nintendo, donc les fameuses cartouches de jeu, donc qui sont une technologie donc qui appartient à Nintendo, et donc ils payent une dîme en quelque sorte. Et donc ces cartouches-là également, pour qu'elles coûtent moins cher, Nintendo propose deux supports, un support 32 Go avec une vitesse moindre, et un support 64 Go qui est un peu le support premium, mais qui coûte plus cher. Donc c'est pour ça que des éditeurs n'ont pas voulu aussi passer par ce biais-là. Et vous avez Capcom en particulier qui a un peu ronflé auprès de Nintendo, donc l'éditeur de Monster Hunter Wilds par exemple, et qui a indiqué que lui trouve que c'est pas normal et qu'il faut que Nintendo fasse des efforts par rapport à ces cartouches qu'ils peuvent proposer aux éditeurs tiers. Donc des ventes en berne chez les éditeurs tiers, donc là vous voyez déjà des résultats en termes de vente sur le site Chocobonplan, tiens, il a fait une bonne analyse le gars. Et par contre, sauf les jeux Nintendo qui eux se vendent sans problème, c'est des system sellers. Donc Chronos en Espagne s'est vendu à 300 exemplaires sur Switch 2, alors qu'il s'est vendu à 2800 sur PS5, rapport de 1 à 9. Et donc des éditeurs qui vont tout simplement... Ah ben voilà, c'est l'éditeur donc de R-Type, donc Inin, qui a balancé un peu qui a balancé un caillou dans l'eau, en indiquant que voilà, il y avait des nouvelles cartes qui vont sûrement arriver, des cartouches de 16 ou 32 Go qui vont permettre de mettre des jeux dessus et qui coûteront moins cher à produire. Donc n'hésitez pas à intervenir, n'hésitez pas à donner votre avis. On va enchaîner maintenant sur
un peu sur un récapitulatif de tout ce qui a été fait un peu sur la chaîne. Alors j'avais commencé à le faire en début de live. Là, on va revenir un peu dessus, notamment sur des jeux qui ont été présentés sur Histoire Explore, le stream ou la chaîne YouTube, notamment de jeux qui m'ont particulièrement qui m'ont marqué plutôt que manqué. Assassin's Creed Shadows, hop là, qui a été une belle surprise. Et enfin, j'ai retrouvé un peu un plaisir de jouer à un Assassin's Creed, donc qui se passe sur le Japon féodal, donc avec 2 personnages, 2 antagonismes. Et c'est vrai que malheureusement, ce jeu-là est sorti et s'est fait foncièrement défoncer par des gamers haineux particulièrement, par des personnes qui aiment faire du bad buzz, surtout quand c'est une boîte comme Ubisoft qui est aux commandes. Alors Ubisoft est loin d'être une entreprise avec que des qualités, hein. Vous avez des problèmes de crunch, de harcèlement, vous avez pas mal de soucis judiciaires pour certaines personnes à la tête des studios, mais cependant c'est quand même une entreprise française, donc ne l'oublions pas quand même, qui a quand même développé cette grande licence depuis 2007, hein, et qui là dans ce dernier épisode, finalement a tenu compte des critiques, notamment sur les épisodes précédents, et notamment en termes de gameplay. Le fait que vous puissiez avoir 2 personnages différents, un bourrin et quelqu'un de beaucoup plus basé sur l'infiltration, qui vous permettent d'alterner entre les deux, ça c'est une demande aussi des joueurs pour permettre à chacun de pouvoir s'y retrouver. Ensuite, vous avez une représentation du Japon féodal qui est folle. Alors oui, bien sûr, on est dans une œuvre de fiction, donc c'est pas exactement pareil, il y a des erreurs historiques, mais qui sont parfois volontaires dans le sens que c'est tout simplement pour le propos du jeu que les éléments sont présentés ainsi. Yasuke a existé, hein, le samouraï africain, donc ancien esclave, il a bien existé, et donc on lui donne une présence dans le jeu. Et c'est vrai que le jeu s'est tellement fait démonter, je trouve ça dommage, parce que le jeu est bien. Donc si vous avez l'occasion de voulez vous faire un Assassin's Creed, il faut compter une 50aine d'heures quand même sur ce type de jeu-là, mais on est quand même beaucoup moins redondant qu'un Valhalla par exemple, qui était hallucinant, où à la fin, moi j'en pouvais plus de Valhalla, c'est-à-dire je pouvais même plus le voir en tableau. Du coup, c'est vraiment un très bon Assassin's Creed. J'ai pris un pied monumental, parce que tout simplement l'exploration de ce Japon-là, la manière dont il est présenté, vraiment c'est on est estomaqué avec cet environnement urbain qui vous permet vraiment, je pense, de vous imprégner un peu de cette ambiance du XVIe siècle, même avec toutes ses limites qui sont liées au fait qu'on est sur une œuvre culturelle de fiction, mais quand même il y a un côté immersif qui fonctionne et qui a particulièrement bien pris chez moi. Donc voilà, vous avez des vidéos qui ont été dédiées à ce jeu-là sur la chaîne Histoire Explore, donc si ça vous intéresse, n'hésitez pas à aller les voir. Alors, autre jeu qui s'est présenté dans une vidéo donc, qui est sur Histoire Explore, c'est Hell is Us, l'enfer est en nous, un jeu de Nacon, sorti un peu de nulle part, hein, avec une ambiance assez glauque, hein, d'un personnage donc qui essaye de se replonger dans son passé. Et ce qui est hyper impressionnant dans ce jeu, alors déjà vous allez voir l'ambiance, très années 80 dans son style, des énigmes qui étaient quand même pas forcément folles de difficulté, hein, mais un côté un peu horrifique, un côté un peu à la Death Stranding, un mélange entre les deux, et surtout un jeu qui aborde les violences de guerre. Alors ça, c'est vraiment la surprise, on s'y attend absolument pas, où tout simplement le jeu vous plonge dans un univers post-apocalyptique, qui ressemble quand même beaucoup au nôtre, et où en fait 2 pays s'affrontent, 2 populations s'affrontent, et se massacrent directement. C'est-à-dire vous avez vraiment la question du génocide, hein, qui est posée en fait au sein du jeu. Autre découverte de l'année, c'est du Star Wars, parce que on est tous en manque de Star Wars. Je l'ai décrété, c'est comme ça. Hein. Un personnage lambda de l'univers de Star Wars, inconnu au bataillon. Kane, donc, qui est une chasseuse de primes plus ou moins aventurière, trésorière, gaffeuse. Donc là, il y a un parti pris qui était d'évacuer tout ce qui est Jedi et tout simplement de se plonger dans l'univers du crime, notamment au sein de Star Wars. Donc on est vraiment dans l'univers de Han Solo en particulier. Hein. Donc là, on a un peu le pendant féminin d'Han Solo, en plus maladroit quand même, côté un peu humoristique. Mais cependant, ça a vraiment fonctionné, l'univers est vraiment cohérent. On est face à un monde ouvert qui est juste comme il faut, c'est-à-dire que voilà, on ne se perd pas dedans. On peut regretter le fait que l'exploration des planètes ne soit pas aussi ouverte qu'on pourrait le penser quand même, parce que Star Wars, c'est quand même
l'univers intergalactique. Mais cependant, là, on est quand même sur un élément qui est beaucoup plus concentré sur lui-même. Et c'est vrai qu'il fonctionne bien. Moi, je sais que j'ai vraiment pris beaucoup de plaisir à faire ce jeu-là. On retrouve aussi des éléments liés du lore de Star Wars. Aller visiter le palais de Jabba the Hutt. Non mais ça c'est un kiff qui est monstrueux et qui est permis que par le biais du jeu vidéo en particulier. Hein. Et donc, là vous avez la séquence justement où on rencontre le chef des voleurs, donc des Hutt. Et puis les univers, mais vraiment le talent mais graphique des équipes qui sont derrière. Hein. Vous vous baladez sur une base impériale, mais vous avez vraiment l'impression d'y être, quoi. Au niveau du reflet, de ce côté, cette esthétique très plastique, très nickel, sans une once de poussière. Hein. Par contre, après, le jeu pouvait être redondant à certains moments. Des infiltrations de base qui pouvaient se ressembler. Voilà. Donc, il n'a pas forcément eu son public. J'espère que sur Switch 2, il va connaître un succès, parce que vraiment il faut encourager, je pense, les équipes qui sont derrière. C'est encore Ubisoft qui est derrière, mais qui a proposé une lecture originale de Star Wars, et ça on peut leur tirer notre chapeau. C'est-à-dire ils n'ont pas choisi la facilité de mettre des Jedi avec des sabres laser, hein. Même s'il y a du sabre laser, mais je vous spoilerai pas pourquoi. Mais en tout cas voilà, c'est un épisode qui m'a particulièrement plu. J'ai fait quelques streams dessus, donc vous pouvez retrouver justement quelques vidéos de gameplay sur ce jeu là sur la chaîne. Et pareil, n'hésitez pas à le mettre dans vos backlogs. Donc là, on rencontre l'attaque des Titans. Alors ça a été un DLC qui était gratuit. Et ça fait bien plaisir en particulier. Donc, où on retrouve Naoe et Yasuke. Et on va donc dans une caverne où il y a une question de géants dévoreurs de chair humaine. Et donc, vous avez une collaboration entre Assassin's Creed et Ubisoft, Assassin's Creed, pardon, et l'attaque des Titans, pardon. Et donc, bon, Ubisoft bien sûr derrière, mais l'éditeur donc du manga éponyme. Et c'est vrai que c'est vraiment sorti de nulle part ce DLC, hein, que vous pouvez choper gratuitement. Alors, je crois qu'il était en temps limité quand même. Et c'est au niveau de décembre 2025 où le DLC ne sera plus en ligne en tant que tel. Qui permettait voilà, de se refaire une petite mission de 2 heures à peu près, qui moi forcément m'a beaucoup parlé, étant donné qu'on est dans un manga qui puise dans l'imaginaire collectif, mais aussi qui est un gros clin d'œil aux grandes périodes historiques, et puis notamment aux questions donc sur ces populations cloîtrées derrière une forteresse, derrière un danger imminent, la question de l'extermination de populations, quoi. Vraiment c'est un manga qui peut avoir plusieurs grilles de lecture. Et là, le fait de le retrouver dans le cadre d'un jeu vidéo Assassin's Creed, c'est complètement improbable. Mais en parlant de jeux qui ont été une découverte aussi durant cette année 2025, puisqu'on est vraiment dans le bilan 2025, c'est bien entendu Shinobi, qui est revenu sur Switch, PlayStation 5 et tout un quanti et toutes les autres consoles. Et ça a été un tel bonheur de retrouver Jo Musashi. Donc voilà, dans un très très grand jeu, hein. Donc qui envoie du lourd, hein, tout simplement, avec du skill en voiture, voilà, un gameplay aux petits oignons, une difficulté modifiable qui permet à tous de s'amuser, plusieurs embranchements, un jeu d'une quinzaine d'heures, je dirais à peu près, qui est amplement suffisant, avec voilà vraiment un gameplay, un replay value assez poussé, franchement top. Et puis surtout, pourquoi j'ai adoré ce jeu, parce que c'est Lizard Cube qui est derrière, mon petit chouchou, mon studio de développement que j'adore, donc Street of Rage 4, Wonder Boy 3, c'est eux, oui. Et donc forcément, un studio de dev comme ça, qui est tellement audacieux et qui est tellement respectueux de ces grandes licences du passé, pour te dire, ces gars maintenant, ils pensent qu'à eux, hein. C'est-à-dire que pour faire du rétro, ils passent même pas par un studio japonais, ils passent par un studio justement français. Ils sont de Montpellier, je crois, ou de Bordeaux peut-être. Et regardez-moi ça, comme c'est beau. Tellement respectueux de la licence Shinobi. Hein. Regarde le gameplay. Hein. J'ai mis... donc il y a une vidéo de test de la démo, quand elle était sortie au mois d'août de 2025. Donc si ça vous intéresse, n'hésitez pas à aller sur ma chaîne. Je reprends des éléments sur le jeu, notamment en termes de critique, etc. Mais vraiment une très très bonne surprise. Hein. J'ai adoré. Hein. Et puis vraiment, si tu joues mal, c'est de ta faute. Hein. Alors, Metroid, bien sûr, bon, je reviens rapidement dessus, hein, qui est sorti début décembre 2025, donc j'étais là. Alors, ce jeu-là, il s'est fait fracasser sur tous les internets, hein, parce qu'il faut faire du buzz.
Parce que c'est un jeu aussi qui est tellement dans son jus GameCube. Donc on retrouve le même type de gameplay, on retrouve le même type d'exploration, les mêmes biomes en particulier, même si on est sur un univers qui est pas forcément le même, qui est pas du tout le même que celui sur GameCube, mais il n'empêche que ça fonctionne bien. Et donc moi franchement, un Metroid où on a des humains aux côtés de nous, donc des intervenants humains qui viennent nous donner le coup de main, alors qu'ils sont parfois un peu pénibles sur les interactions avec nous, où ils indiquent un peu ce qu'il faut faire, c'est un peu trop directif, donc ça c'est un peu pénible. Et par contre après, bon voilà, c'est du Metroid GameCube. Si vous avez aimé les Prime sur GameCube, vous retrouverez le même plaisir. Par contre, c'est vrai qu'on peut être déçu de ce type de solutions qui ont été faites, de reprendre un jeu qui quand même ressemble beaucoup à ceux sur GameCube. Ça c'est vrai que je peux comprendre que ça peut décevoir des fans de la licence. Mais si vous aimez vraiment les vrais Metroid, c'est-à-dire ceux qui sont en 2D, hein, vous avez le très très bon Metroid Dread, sorti sur Switch. Donc d'ailleurs j'avais acheté la Switch écran OLED pour pouvoir l'avoir, que j'ai revendu pour acheter ensuite celle sur Zelda, Tears of Kingdom, mais voilà, il y a vraiment différentes façons de s'y plonger dedans dans Metroid, hein. Et vous avez, voilà, chacun peut y trouver ses plaisirs, mais par contre c'est vrai qu'on est vraiment dans nos charentaises, voilà, il n'y a rien de nouveau, et c'est pour ça que je pense qu'il y a eu des déceptions chez certains joueurs, hein. Allez, un autre jeu également sur lequel cette année j'ai fait mes petites analyses, un jeu PS3, Brutal Legend. Donc si vous aimez le métal, si vous aimez le jeu vidéo, ben vous avez les deux. Avec une bande son de ouf de dingue, on a du Motorhead, on a du Black Sabbath dedans, et on rencontre Lenny de Motorhead, on rencontre Ozzy Osbourne aussi. Et là c'est donc du Double Fine, donc un studio qui est mon studio chouchou également, il fait partie de mes 5-5. Donc de Tim Schafer, hein, le grand Tim Schafer qui a participé à Monkey Island, qui est le père de Day of Tentacle, qui est mon jeu vraiment. Et donc là on est vraiment sur un jeu mais qui est complètement barré, où on retrouve cette ambiance métal mais qui se prend pas au sérieux, avec un jeu mais qui est vraiment au secours. Jack Black qui est à la VO donc du personnage principal, du fameux Rhodes. On arrive sur la fin de l'année 2025. Un jeu que j'ai testé récemment, en cours d'année 2025, j'allais l'oublier, Void. Donc le jeu imprononçable au titre qu'il l'est tout autant, hein. Donc un jeu tiré dans la lignée des Morrowind en particulier. Donc moi qui est vraiment une grande référence dans les RPG, hein. Donc tout le monde n'est pas d'accord autour de ce jeu-là, qui a été vraiment défoncé par rapport à ses aspects visuels. Aussi par rapport au fait que c'est un jeu qui était peut-être certains estimaient un peu claqué au sol dans ses gameplays et autres. Moi je sais que j'avais bien aimé. Alors malheureusement, redondance du jeu qui fait qu'au bout d'un moment j'ai lâché le jeu. Salut Tic Tac Dream. Et ce Avoid, je ne l'ai pas mené à terme, même si j'ai fait les deux premiers mondes. Et ce Avoid en question, voilà, il a coché certaines cases, mais pas toutes, hein. J'ai pas eu cette passion que j'ai eue pour Morrowind, hein, qui pour moi, c'est vraiment mon premier RPG. Et une claque monumentale, hein, que j'ai fait sur mon PC d'époque, hein, au courant fin des années 90, début des années 2000. Et donc ce Void, voilà, il s'est fait encore démonter parce que maintenant on est dans un débat où tout devient objet de buzz, et du bad buzz en particulier, et puis surtout sur une volonté de toujours cracher en fait sur des créations comme ça. Moi ça me saoule, ça c'est le monde dans lequel on rentre là, où vraiment c'est de la méchanceté pur jus. Et puis on essaye de mettre de la politique là où il n'y en a pas, on essaye de créer des lectures politiques d'œuvres culturelles qui sont parfois mais complètement claquées au sol, et qui portent des idées nauséabondes derrière, voilà. Donc c'est vrai que ça m'a saoulé que ce jeu-là se fasse démonter pour ça. Alors moi j'ai essayé avec ma petite modestie d'amener ma pierre à l'édifice, et c'est vrai que même dans les commentaires qui ont été sur cette vidéo, mais il y en avait certains d'une violence, mais c'est un truc de dingo, quoi. Il y a vraiment des mecs, ils ont vraiment un problème avec leur ego et puis avec leur vision du monde, quoi. Donc voilà, c'était dommage, mais bon. Après la vidéo, elle m'a bien fait plaisir. Un jeu bien, mais voilà, qui aurait pu être bien meilleur en fait. Donc n'hésitez pas à voir la vidéo, elle est sur la chaîne aussi, hein, Histoire Explore. Du rétro comme on l'aime, Terminator 2D No Fate.
une déclaration d'amour au pixel art, au jeu 2D. Alors, qui s'est fait démonter parce qu'il était trop rapide. Donc le jeu, en 1 heure, vous le pliez, 1 heure, allez, 1 heure et demie. Plusieurs modes de difficulté. Mais en fait, c'est un jeu d'arcade. Donc j'ai fait une vidéo qui est disponible aussi sur la chaîne, d'analyse à la fois de la licence Terminator et puis aussi du gameplay du jeu. C'est vraiment un hommage au film. Voilà. Si vous avez adoré Terminator 2, moi j'ai vu au cinéma, ben, allez-y. Hein. C'est un super bon moment. Coupable peut-être, dira-t-on. Court parce qu'il y a vraiment de la rejouabilité. Alors vous êtes sur un élément, voilà, c'est de l'arcade. Hein. C'est-à-dire vous avez plusieurs embranchements aussi dans le jeu qui vous permettent de créer une revalue, c'est-à-dire vous pouvez modifier l'histoire du jeu, donc ça c'est quand même top, hein, et l'histoire du film. Vous avez ensuite des succès en particulier pour pouvoir débloquer. Vous avez aussi la qualité de votre style de jeu, donc avec des lettres de S à E. Vous avez tous ces éléments-là qui font que c'est vraiment un jeu comme un shoot 'em up. C'est ce qu'avaient dit d'ailleurs les éditeurs du jeu et les développeurs, de dire bah oui, c'est un jeu où il est court parce que tout simplement on pousse les gens à s'améliorer et à faire plusieurs parties, plusieurs runs. Alors moi, le seul problème que je trouve à cette argumentation-là, c'est que le jeu il est vendu quand même 55-60 balles, hein, donc voilà quand même. Et le deuxième problème, alors après, est-ce que le prix d'un jeu doit être lié au temps de jeu? Ça, c'est un vaste débat. Mais ce que je trouve dommage, c'est qu'ils auraient pu permettre, en fait, soit de mettre du Terminator 1 dedans et me faire un mix entre les deux. Surtout que là, on est vraiment dans la logique d'aller-retour dans le passé ou dans le futur. Et puis la deuxième chose, ils ne nous permettent pas de jouer les méchants. Et ça, c'est vraiment hyper dommage. On ne peut pas jouer le T-1000, par exemple, qui traque Sarah Connor. Ça aurait été génialissime, ça. Bah écoute, c'est vraiment du jeu d'arcade. Alors trop simple. Au départ, j'avais fait une partie en mode no problemo, c'est le mode normal. Non, j'y suis pas arrivé. Et puis alors, t'as des crédits limités, hein, et si tu te plantes, t'es obligé de tout recommencer. Hein. Donc après, j'ai pris le mode easy où là, c'est beaucoup plus simple, les crédits sont illimités. Donc là, on se pose pas de problème. Hein. Il y a un peu moins d'ennemis aussi. Hein. Donc j'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à vous abonner si vous n'êtes pas abo à la chaîne. N'hésitez pas à commenter, bien entendu. Hein. Bon réveillon, profitez-en bien, mangez bien, gâtez bien vos proches, c'est ça le plus important, la famille et les amis. Et puis en tout cas, on se retrouve pour de nouvelles aventures pour la suite. Ah, ciao! Intéressé par ce genre de thématique, mais aussi l'histoire, le jeu vidéo, la géographie ou l'actualité, n'hésite pas à t'abonner à cette chaîne pour soutenir la cause.